Donc, eh bien, pour la troisième et dernière session de la journée, nous partons sur Mars. Parce que quand même, faut ce qu'il faut. Donc, nous allons avoir une première présentation de Valérie Charletti et que je vais présenter tout de suite, et ensuite Mina Langström. Donc, Valérie Charletti est professeure des universités à l'UVSQ, l'Université Versailles-Saint-Quentin, et elle est directrice adjointe du LATMOS, le laboratoire Atmosphère Observation Spatiale. Donc après son diplôme d'ingénieur de l'ECP, ça veut dire École centrale de Paris. Pardon. École centrale de Paris, pardon. Ça n'existe plus parce que j'ai fait ça il y a longtemps. Voilà. Donc elle a poursuivi une thèse en propagation des ondes électromagnétiques dans les milieux naturels. Et depuis une vingtaine d'années, elle s'intéresse au sondage des sous-sols des planètes et des petits corps du système solaire par des techniques électromagnétiques qui permettent de dévoiler les structures enfouies sur la surface. Et elle est la responsable scientifique du radar Wisdom qui se posera en 2023 sur Mars avec la mission ExoMars et qui caractérisera le sous-sol des endroits visités par le rover de la mission. Alors j'ai découvert qu'en français on ne disait pas rover, mais on disait astromobile. Mais on dira rover parce que voilà, c'est à vous. Bien, écoutez, bonsoir. Enfin, non, bonjour. Donc, effectivement, je vais vous parler de Mars et notamment de... Vous voyez une belle photo de Mars. De la recherche de vie sur Mars. Alors, là, voilà mon nom. Donc, je vais vous parler de Mars, faire surtout une comparaison avec la Terre, puisqu'on connaît la Terre, donc c'est bien de se projeter en comparaison sur Mars, et de savoir pourquoi on pense qu'il pourrait être intéressant d'aller chercher la vie sur Mars. Donc, qu'est-ce qui nous pousse à rechercher ça, et comment on s'y prend, en gros. Voilà. Bien, donc, la Terre, bleue à cause de ses océans, et puis à droite, vous avez Mars à la même échelle, vous voyez, qui est plus petite, qui est rougeâtre, qui manque visiblement énormément d'eau liquide à sa surface, et on le sait, il n'y a quasiment pas d'eau liquide à la surface. Par contre, on voit les deux calottes polaires, là, sur cette image. Peut-être que, oui, on peut voir comme ça. Donc, on a deux pôles sur Mars, comme sur Terre. On a des glaces aux pôles de la planète Mars, et c'est un des points communs avec la Terre. Donc, je vais vous donner quelques chiffres en plus. Donc, au niveau de l'atmosphère, alors l'atmosphère terrestre a une pression qu'on mesure en bar, et donc, sur Terre, on a 1 bar en moyenne, et on a une composition qui est faite essentiellement d'azote, d'oxygène, un petit peu d'argon et très peu de CO2. Si on passe à Mars, qu'est-ce qu'on voit? C'est que sa pression dans la même unité est beaucoup plus faible. On dit en français que l'atmosphère est ténue. En anglais, on dit thin, ce qui n'a pas le même sens. On a l'impression que c'est fin. C'est pas fin, mais c'est juste très peu dense. Et qui est composé à 95% de CO2. Donc une composition différente et une atmosphère presque inexistante sur Mars, mais qui existe quand même. Au niveau des températures sur la Terre, alors ça ne veut pas dire grand-chose, comment on mesure une température moyenne, mais disons que ça fait des moyennes sur les océans, la Terre, et puis au cours des saisons, au cours de la journée, on arrive à une température moyenne d'environ 15 degrés. Et je me suis posé la question quelles étaient les températures minimales et maximales jamais observées sur Terre. Alors j'ai quand même un doute, mais c'est ce que j'ai trouvé. Qu'on aurait observé ponctuellement moins 89 degrés, évidemment dans des endroits très froids, et qu'on serait monté jusqu'à 66 degrés Celsius sur Terre, ce qui est énorme. Évidemment, on est loin des températures raisonnables, moyennes qu'on a l'habitude de rencontrer. Mais donc, il y a des écarts importants sur Terre. Quand on va sur Mars, alors Mars, je ne l'ai pas dit, mais Mars est plus loin que la Terre dans le système solaire. Nous, on est la 3e planète, Mars est la 4e. Et on voit que la température moyenne est plus faible, beaucoup plus faible. On est à moins 60 degrés C. C'est vraiment très froid en moyenne. Et que les oscillations de température sont aussi importantes, mais évidemment décalées vers le bas. On peut aller jusqu'à moins 140 degrés. Et quand on a de la chance, à l'équateur, pendant l'été, on atteint quelques degrés Celsius, mais c'est vrai, on passe du côté des températures positives dans des conditions très favorables. Alors,
la gravité, eh bien, sur Mars, du fait que la planète est plus petite, eh bien, on pèse moins. Notre masse est la même, mais le poids, l'attraction gravitationnelle est plus faible, d'environ un facteur 3. Donc, sur Mars, on a l'impression de peser 3 fois moins que sur la Terre. C'est encore pire sur la Lune, mais sur Mars, on a un facteur 3. Et puis, si on parle de la durée, Mars, comme la Terre, je vous montrais un petit schéma tout à l'heure, se déplace autour du Soleil en suivant ce qu'on appelle son orbite. Eh bien, la Terre met 365 jours à peu près, à quelques pouillèmes près, pour faire le tour du Soleil. Et Mars met 686 jours, donc c'est presque le double. C'est-à-dire que pendant que la Terre fait un tour, Mars ne fait que la moitié. Ça a des implications très importantes lorsqu'on veut aller sur Mars. Et puis, la rotation sur elle-même, donc la durée d'un jour. Sur Terre, on est à peu près à 24 heures. Et bien, sur Mars, on a une durée qui est très proche, puisqu'on a 24 heures et 40 minutes. Alors, sachez, pour la petite histoire, que le jour terrestre s'appelle le jour, et le jour martien s'appelle le sol, S-O-L. Donc, quand on est sur les missions martiennes, on parle de sol 1, sol 2, sol 3. Vous comprenez que si à un moment, on est en phase avec les journées terrestres, au bout d'un moment, on se décale et on travaille la nuit. Parce que, voilà, on ne tourne pas tout à fait à mi-tête. Mais c'est assez intéressant de voir les similitudes au niveau des ordres de grandeur. Et puis, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que sur Terre, on a des saisons, on en a 4, qui durent à peu près 84 jours. C'est-à-dire que printemps, été, automne, hiver ont la même durée. Qu'on soit dans l'hémisphère sud ou dans l'hémisphère nord, c'est inversé, mais elles ont les mêmes durées. Alors que sur Mars, l'orbite n'étant pas tout à fait circulaire, eh bien, on a 4 saisons parce que Mars, comme la Terre, est penchée de la même façon par rapport à... Elle tourne un peu de travers par rapport au plan de l'orbite. Eh bien, on a 4 saisons, mais qui n'ont pas la même durée parce que par moment, Mars est plus loin. Et donc, on a 4 saisons, la plus courte étant de 145 jours, enfin sol, je devrais dire, et 200 pour la saison la plus longue. Donc, c'est amusant à savoir. Bien. Alors, si on essaie de représenter le système solaire à une échelle cohérente, eh bien, on ne peut pas. On ne peut pas à la fois représenter la taille réelle des planètes et du Soleil et de représenter leur distance vraiment. Donc, on est toujours obligé de tricher. Pour vous donner un ordre de grandeur, si je fais un Soleil qui rentre sur une feuille de papier, donc à peu près 20 cm par 20 cm, la Terre fait en gros 1,5 mm et Mercure fait encore moins parce qu'il est plus petit. Et Mercure, on doit placer à 8 mètres, à la même échelle, 8 mètres du Soleil. Vénus, c'est à 16 mètres et la Terre doit se trouver de mémoire à quelque chose comme 35 mètres du Soleil, 1 millimètre. C'est-à-dire que l'espace est vide. C'est rempli de planètes qui nous intéressent, de petits corps qui nous intéressent, mais si on regarde, on passe son temps à se promener dans le vide quand on essaye d'aller d'un point à l'autre. Et donc, moi, je vais essayer de vous représenter les orbites de Mars et de la Terre, donc on va tricher. Le Soleil est comme ça, je vais le réduire, je devrais le réduire beaucoup plus petit. Je le laisse quand même comme ça pour que vous le voyez. Et bien entendu, à cette échelle-là, la Terre et Mars, vous ne les voyez pas, donc je vais tricher aussi. Donc, la Terre, c'est son orbite en 365 jours. Elle décrit quasiment un cercle autour du Soleil. Ce n'est pas tout à fait un cercle, mais disons que ça en est très très proche. Okay ? Et puis Mars, elle, ce n'est pas une erreur de mon tracé, c'est que, eh bien, si vous regardez, vous faites au compas, ça ne colle pas. C'est parce qu'elle suit une orbite qui est une ellipse, donc un peu écrasée comme ça, un peu allongée comme ça, et qui n'est pas centrée sur le Soleil. Le Soleil est ce qu'on appelle un des foyers de l'ellipse, et donc on a un décalage. Et c'est très intéressant parce que vous voyez que la Terre et Mars vont tourner. Alors la Terre fait un tour, Mars en fait un demi-tour, mais la distance entre la Terre et Mars peut varier grandement quand elles sont à l'opposé, peuvent être proches dans ce qu'on appelle les oppositions martiennes, mais même pour les oppositions martiennes, il y a des moments où la Terre et Mars sont du côté où elles sont vraiment plus proches. Et ça, c'est intéressant pour l'observer. Alors, typiquement, on a une fenêtre de tir tous les 2 ans. Pourquoi ça ? Parce qu'en mars 2012, la Terre et Mars se retrouvent du même côté, une opposition martienne. Après, en avril, c'est un peu plus tous les 2 ans. Après, en 2016, 2018, 2020, c'est le point fort, vous voyez. En 2020, elles sont du même côté et c'était là qu'elles étaient les plus proches. Et c'est là qu'on a fait les observations de Mars à l'œil nu ou avec des instruments de la Terre les plus intéressantes. Et puis en 2022, à nouveau, on va retrouver Mars et la Terre du même côté du Soleil. Alors ça explique que, vous comprenez bien, qu'on ne s'amuse pas à aller sur Mars à partir de la Terre si Mars est de l'autre côté du Soleil. Donc on vise des moments où Mars et la Terre sont du même côté. Donc c'est ce qui se produit à peu près un peu plus tous les 2 ans et 1 mois ou 2 mois.
Donc on n'a pas le choix. Et ça explique pourquoi, si vous vous souvenez peut-être, vous avez peut-être entendu qu'en juillet 2020, pour viser une arrivée début 2021, il y a 3 missions qui sont parties vers Mars. La mission, alors on a les États arabes unis, on a la Chine, et puis les États-Unis, mars 2020, avec Persévérance, qui a fait la une des médias à l'époque. Et puis ExoMars, la mission sur laquelle je travaille, qui n'était pas prête, et qui du coup n'a pas pu partir comme tout le monde l'été 2020. Et le problème, c'est qu'on rate la fenêtre de tir, et on attend 2 ans. Donc en septembre 2022, tout le monde croise les doigts, ExoMars, la mission de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, et Roscosmos, de l'agence russe, devrait partir pour atterrir sur Mars. Voilà. Je pensais que je les avais enlevés, mais puisqu'ils sont là, je les laisse. Alors, sur Terre, vous savez qu'on a un satellite naturel, on a beaucoup des artificiels, mais on en a un naturel qui est notre Lune, qu'on voit assez grosse dans le ciel, parce qu'elle est raisonnablement grosse, et puis elle est loin, mais on la voit quand même assez grosse. Et puis, sur Mars, il y a 2 lunes qu'on ne connaît pas beaucoup, elles sont toutes petites, regardez l'échelle, elles font 15 km et 30 km de diamètre. Elles ne sont pas très rondes parce qu'elles ne sont pas suffisamment grosses pour avoir acquis la forme sphérique des planètes, donc elles sont un peu tordues, et elles sont toutes petites, elles s'appellent Deimos et Phobos, et alors on dit oui, mais on ne les voit pas. Eh bien si, on les voit si on était à la surface de Mars et qu'on regarde dans le ciel, on peut voir ces 2 petites lunes, pour la bonne raison qu'elles sont pas très éloignées du sol. Pour l'échelle, pareil, vous êtes sur Terre, imaginez que sur Terre, vous voyez la Lune à cette grosseur-là, donc vous regardez dans le ciel, eh bien Deimos et Phobos, on les voit à la même échelle. Alors, la Lune, vous voyez, pas si grosse que ça, donc c'est plus petit, mais on le voit, et il y a des photos, Curiosity a pris des photos de Deimos et Phobos dans le ciel martien, et c'est très marrant de savoir qu'on peut voir des choses si petites, parce que tout simplement, elles sont très proches, enfin très proches, parce qu'on parle de plusieurs kilomètres, hein. Mais disons que plusieurs milliers de kilomètres, mais elles sont proches de la surface et on peut les voir. Bien. Alors, pourquoi y aurait-il de la vie sur Mars? On a vu qu'actuellement, c'est une planète un peu pas très favorable. Je reviendrai sur la question de l'eau, mais il fait froid, on n'a pas vraiment d'atmosphère. Alors, pourquoi on se pose la question de savoir s'il y a une vie sur Mars? Eh bien, on remonte à la formation de notre système solaire. Au moment où les planètes de notre système solaire sont formées toutes, hein. Maintenant, on en a 8. À une époque, il y en avait 9. Pour ceux qui sont plus âgés, ils ont dû apprendre qu'il y en avait 9. Maintenant, il n'y en a plus qu'une. Pluton a disparu du paysage des planètes. Et donc, ces 8 planètes, enfin tout le système solaire, s'est formé à peu près au même moment. Et à cette époque-là, évidemment, on n'a pas de photos, vous comprenez bien, mais la Terre et Mars se ressemblaient comme toutes les planètes. C'était des espèces de boules en fusion. Bien. À l'arrivée, Mars et la Terre sont très, très différentes. Et on a quand même une idée de ce qui s'est passé pour la Terre. Pour la Terre, on est capable de dater des choses et on sait que la formation de la Terre remonte à plus de 4,5 milliards d'années. Et donc, on en déduit que c'est la même chose pour la planète Mars. Sur Terre, on a commencé par une surface chaude, comme vous voyez à gauche. On sait qu'il y a de l'eau liquide sur la Terre depuis bien longtemps. Et puis, on sait que l'eau liquide est restée sur Terre. Donc, si on passe à Mars, qu'est-ce qui se passe? À l'arrivée, on sait que c'est une planète froide et aride. Okay? On sait qu'au départ, elle était comme la Terre. Et ce qui est intéressant, c'est que j'essaierai de vous... Enfin, je pense que je vous convaincrai tout à l'heure, c'est qu'il y a eu de l'eau sur Mars, ça on le sait. Et ce qui est super intéressant, c'est que à cette époque-là, la vie apparaissait sur Terre. Alors, une vie bien primitive, hein, avec des organismes monocellulaires. Hein, on est loin des organismes complexes que nous sommes, qui nous, on est sur le trait du zéro. Mais la vie est apparue sur Terre, donc une vie très primitive. Et ce qui est super intéressant, c'est que à ce moment-là, si vous regardez mon petit schéma qui est un peu caricatural, mais qui n'est pas complètement faux, c'est qu'à ce moment-là, Mars avait des conditions très très proches de la vie qu'on avait sur Terre. C'est-à-dire qu'il y avait de l'eau, c'était raisonnablement chaud. Et donc la question que je pense tout le monde peut se poser, c'est Mars, c'est la voisine de la Terre à l'échelle du système solaire, encore plus à l'échelle de l'univers, en disant la vie est apparue sur Terre, elle s'est développée, s'est complexifiée, on est là. Sur Mars, pourquoi elle n'aurait pas débuté de la même façon? On comprend qu'elle n'a pas tourné de la même façon, ça c'est sûr, mais au moment où la vie apparaissait sur Terre, Mars était ce qu'on appelle habitable, c'est-à-dire avait toutes les conditions
étaient réunies pour que la vie puisse émerger sur Mars aussi. Donc, on se pose la question, c'est pour ça qu'on se dit pourquoi il n'y aurait pas la vie sur Mars. Autre chose très intéressante, c'est que sur Mars, il y a eu du volcanisme, mais maintenant il est éteint depuis pas mal de temps. Vous avez compris qu'il n'y a plus d'atmosphère depuis un bout de temps, donc on n'a pas de pluie, on n'a pas d'érosion, on n'a pas de tectonique des plaques. La vie qui s'est développée n'a pas effacé les traces de la vie qui émergeait à l'époque. Donc sur Mars, on a un peu figé, sur certains terrains, Mars telle qu'elle était lorsque la vie apparaissait sur Terre. Alors si on dit qu'il y a une espèce de parallélisme, au moins début, de l'évolution de ces deux planètes, eh bien, on peut considérer que sur Mars, on est capable d'aller voir dans le passé de la Terre. Le passé de la Terre, super intéressant, parce que c'est le passé de la Terre au moment où la vie est arrivée sur Terre. Donc, on a deux questions intéressantes qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a de la vie ailleurs que sur Terre, pas très loin de chez nous? C'est quand même intéressant de le savoir. Est-ce qu'il y a eu un jour? Est-ce qu'il y en a encore maintenant? Alors, il y a beaucoup. Enfin, est-ce qu'il y en a eu un jour? Et puis, deuxièmement, d'aller comprendre comment la vie est apparue sur Terre, parce qu'on n'a pas beaucoup d'endroits sur Terre qui datent des terrains qui datent de 4 milliards d'années. On remonte jusqu'à 3,5. On sait qu'il y a des terrains qui n'ont pas été trop modifiés depuis 3,5 milliards d'années. Mais sur Mars, il y en a pléthore. Et donc, c'est pour ça qu'on va sur Mars, pour comprendre les choses et aussi comprendre notre histoire géologique. Donc, je vais vous faire une histoire alors, très raccourcie. Alors, il y en a qui vont trouver qu'ils n'ont pas leur figure de proue, parce que j'en ai mis très peu, mais quand même, les grandes traces. Donc, premièrement, depuis la Terre, on observe Mars. Si vous regardez dans le ciel, à certaines périodes de l'année, on voit Mars. Tout le monde vous dira que c'est un peu rougeâtre. Il ne faut pas exagérer, ce n'est pas super rouge, mais un peu orangé. Et donc, c'est Mars. Alors, Mars, bien sûr, ne brille pas. Elle reflète le Soleil comme la Lune. Hein. Elle reflète le Soleil, et ce qu'on voit, c'est le reflet du Soleil sur Mars. Et en octobre 2020, je vous ai dit avec mon petit schéma du début que Mars et la Terre étaient en opposition à ce moment-là. Enfin, la Terre était en opposition martienne et elles étaient très proches à ce moment-là. Et donc, on avait des super observations de Mars à l'œil nu et avec des jumelles, enfin des lunettes astronomiques, on arrive à voir des choses intéressantes. Bien, alors, puisque je parle de jumelles astronomiques, Galilée, alors 1610, a fait la première observation avec un télescope qu'il a construit lui, la lunette de Galilée, de Mars. Après, pas très loin après, 1659, j'ai pris Christian Huygens, il n'est pas le seul à avoir fait des observations, mais c'est intéressant, il a construit un télescope beaucoup plus grand. Si vous voyez sur le schéma, vous comprenez qu'il faut, le télescope, il est de son œil jusqu'en haut du mât, donc il fait 35 mètres de long, et avec ça, il voit mieux que ce que pouvait voir Galilée, et il fait la première carte, très grossière, de Mars, mais si vous voyez, vous reconnaissez ici la calotte polaire nord qu'il avait identifiée avec son télescope. Et puis là, il a tracé une tache sombre qui existe sur Mars, effectivement. Et comme il a regardé cette tache, il a suivi la rotation et il a été le premier à dire qu'en gros, Mars tournait sur elle-même en 24 heures. Il a compté. Il n'était pas très loin, puisque maintenant, on dit que c'est 24 heures et 40 minutes. Et donc ça, c'est depuis 1600, presque 60. Bon, énorme bond en avant. Alors, il y a eu plein d'autres personnes. Hein. Je veux retirer de gloire à personne, mais Giovanni Schiaparelli, alors lui, il a laissé une trace absolument incroyable parce qu'il avait son super télescope, comme on peut le voir sur l'image de gauche, et il a fait une carte détaillée de Mars. Tellement détaillée que, vous voyez, il a tracé des tas de lignes quasiment rectilignes et qu'il a appelé en italien des canali, qui ont été traduits par canaux, laissant supposer que c'était des canaux artificiels. Et en fait, on sait depuis que c'est tout simplement son instrument et l'instrument de certains qui faisaient des observations similaires à cette époque, qui avaient un défaut optique et qui faisait que quand il y avait des taches alignées, bon, en gros, ça faisait une ligne. Et donc, ce brave Giovanni Schiaparelli a tracé ces droites qu'il voyait sur Mars et il a écrit des super écrits très, très poétiques où dans ces écrits, on s'aperçoit qu'il était quand même moins naïf que ce qu'on a laissé supposer après. Où il dit, c'est pas parce que c'est droit, que c'est rectiligne, que c'est forcément artificiel. Et donnait l'exemple de la Lune qui est sphérique et qui n'est pas artificielle, des coquillages qui ont des formes géométriques presque parfaites et pourtant qui ne sont pas des créations artificielles. Donc il dit, c'est pas parce qu'il y a ces espèces de chenaux que je vois que c'est artificiel. Ceci dit, quand j'observe,
au fur et à mesure du temps, je vois que la largeur évolue. Et donc, ce ne serait pas idiot de penser qu'il y a des crues, un peu comme le Nil sur Terre, et puis que quand l'eau qui est dans le chenal déborde, eh bien, il y a de la végétation qui pousse, et pourquoi pas des animaux qui viennent manger cette végétation. Et donc, il y a des écrits très, très intéressants. Si vous avez l'occasion de voir ça, ça vaut vraiment la peine de les lire. Bon, on sait bien que ce n'est pas du tout vrai, mais par contre, ça a été le coup d'envoi de la science-fiction martienne telle qu'on l'a connue, j'allais dire, avec toutes ces caricatures un peu absurdes. Il y a des bons films, il y en a qui sont nettement moins bons. Mais c'est le début de l'âge d'or des petits hommes verts. Lui, il n'a pas parlé de petits hommes verts, mais ça a percolé dans les esprits. Il y a quand même des gens qui ont dit que les canaux avaient été construits par des martiens pour drainer la glace des pôles et pour irriguer cette planète. Donc il y a eu des tas de choses qui ont été dites. Et puis, alors juste pour le clin d'œil, alors donc la vie extraterrestre sur Mars, alors ils sont souvent très hostiles, hein. Vous reconnaissez Mars attaque à droite et puis la guerre des mondes sur la gauche avec une version plus moderne au milieu. Donc science-fiction martienne, comment on se représente la vie sur Mars, alors il y en a pléthore. Hein. Et puis après, vie humaine sur Mars, et alors là on est aussi pour l'instant dans la science-fiction. Vous avez Seul sur Mars, oui, enfin je crois que c'est le Martian, le vrai titre de ce film. Et puis vous avez des images de colonies sur Mars. On n'en est pas là et j'en parlerai pas plus. Bien, alors depuis que Schiaparelli a fait ça, on a fait des progrès. Il y a eu un grand bond dans le temps et on est allé voir plus près. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on parlait des premières, alors là je vous fais une liste des premières, the first. Donc le premier survol de Mars, donc Mariner 4, qui fait une photo, pour la petite histoire, cette photo, ils ont mis plus de 24 heures à la télécharger, vous imaginez, à l'envoyer de Mars jusqu'à la Terre et de la recevoir, avec une résolution très très mauvaise. Et quand on voit ça, on se dit, bah, c'est la Lune. C'est sec, on ne voit pas de petits bonhommes, on ne voit pas de construction, on savait quand même, on avait un doute qu'il n'y avait plus de petits bonhommes, mais c'est très sec et ça ressemble énormément à la Lune. Alors évidemment, la photo est en noir et blanc. Quand on a une photo en couleur, on voit bien que ce n'est pas tout à fait la Lune. 1976, premier atterrissage sur Mars, Viking 1 et 2, deux missions superbes d'exobiologie, c'est-à-dire de biologie extraterrestre, où vraiment ces deux atterrisseurs cherchaient des traces non seulement de vie, mais d'activités liées à la vie. Des expériences extraordinaires qui, malheureusement, ont été faites un petit peu tôt, je pense, et qui ont donné des résultats qui ont été discutés longtemps, et maintenant tout le monde est d'accord pour dire que ça ne prouve absolument rien. Mais c'était des traces, on cherchait des traces d'activités biologiques, dégazement de gaz, des choses comme ça, et il n'y a pas eu de conclusion à ces mesures. Après, 96, le premier rover, alors astromobile, comme faisait remarquer... je crois que c'est Annick qui me disait ça. Donc, le premier rover, on dit rover, qui se déplace à la surface de Mars, Sojourner, la sonde Pathfinder, c'est un petit rover tout petit, hein, une petite voiture électrique téléguidée. Enfin, non, pas téléguidée. On ne peut pas se permettre de téléguider parce qu'il y a trop de distance entre la Terre et Mars, donc ils sont obligés d'avoir une certaine autonomie, ces rovers. Donc, un petit rover qui se déplace, qui fait des photos et qui confirme le fait que c'est très sec et très minéral. Donc, pas de traces détectées à la surface de Mars. Alors évidemment, je ne devrais pas, c'est une honte, je passe sous silence Curiosity qui est sur Mars, mais parce que je recensais les premières. Donc Curiosity n'est pas le premier rover à s'être déplacé sur Mars. Donc pas de traces à la surface. Alors, next step, c'est quoi? Eh bien, c'est d'aller voir plus profondément. Pourquoi ça? Parce que si on regarde les conditions à la surface de Mars actuellement, elles sont très défavorables à toute trace de vie. Mars avait un champ magnétique, c'est une histoire, je n'ai pas le temps de vous la raconter, elle l'a perdu. Le champ magnétique, c'est très important, vous savez que sur Terre, il y a un champ magnétique, et on en a, et c'est très bien, ça crée une protection, ça protège la Terre du vent solaire et d'une partie des radiations qui proviennent de la galaxie. Elle a une atmosphère très ténue. Donc l'atmosphère qui absorbe les rayonnements nocifs n'est pas là. Et donc, à la surface de Mars, c'est terrible. OK ? Et donc, on n'a quasiment aucune protection contre les radiations qui viennent de la galaxie, enfin de l'univers, on va dire, ou même du Soleil direct. Et donc, s'il y avait eu des microbes à la surface de Mars, de toute façon, ils n'auraient
actuellement, il ne pourrait pas survivre, et la plupart des molécules auraient été même décomposées, détruites. On aurait trouvé des traces de molécules organiques, mais on n'aurait certainement pas identifié des bactéries. Eh bien, donc, si on cherche des traces, si la vie, c'est un gros si la vie est un jour apparue sur Mars, au moment où elle apparaissait sur Terre, eh bien, on pense que dans le sol, dans le sous-sol, on peut trouver des traces qui seraient conservées. Pourquoi? Parce qu'on a fait des calculs, on sait qu'à partir de 1 mètre de profondeur, déjà, il y a une atténuation de tous ces effets de radiation, d'oxydation. Et donc, on pense que si on va chercher des échantillons à au moins 1 mètre dans le sous-sol, Dieu, ce serait mieux, 10, 100, 50, évidemment, ce serait beaucoup mieux. Mais quelques mètres dans le sous-sol, eh bien, on a des chances d'avoir accès à des potentielles traces de vie quasiment intactes. Et c'est ce qu'on va faire avec nos prochaines missions. Donc 2023, alors, comme je dis, je ne suis pas objective puisque je travaille sur ExoMars, mais c'est la première fois, ça c'est vrai, qu'on va forer la surface de Mars. Alors, pour être honnête, Curiosity, Perseverance, qui sont les rovers américains qui travaillent sur le sol de Mars depuis un bout de temps pour Curiosity, et puis depuis quelques mois pour Perseverance, sont capables de forer, mais ils forent 5-6 cm. Donc, c'est intéressant parce qu'on ne va pas prélever juste en surface, mais ça ne suffit pas pour être suffisamment profondément, pour être en profondeur et que les éventuelles traces de vie soient protégées. Donc, ExoMars va aller chercher des échantillons jusqu'à 2 mètres de profondeur dans le sous-sol de Mars. Enfin, on va essayer. Et donc, on doit partir en 2022 et arriver en juin 2023. Et puis aussi, il y aura une autre étape très intéressante, c'est que Perseverance, mais prélève aussi des échantillons qui ne sont pas très en profondeur, mais qu'elle met dans des boîtes de conserve et qu'elle dépose à la surface de Mars. Et aux alentours des années 2030, donc c'est dans quand même longtemps, mais bon, il y aura une mission qui viendra récupérer ces échantillons et les ramener sur Terre. Alors pourquoi c'est intéressant de les ramener sur Terre? Si dans le cadre d'ExoMars, on est capable d'analyser les échantillons à l'intérieur du corps du rover, c'est-à-dire que les échantillons sont analysés sur Mars avec des instruments qui sont super performants, de toute façon, on ne fera pas aussi bien que sur Terre. Il est clair que sur Terre, on est capable de faire des recherches sur des échantillons qui sont nettement plus poussés que ce qu'on peut faire sur Mars dans un petit laboratoire portable. OK, donc les 2 prochaines grandes étapes, ExoMars qui va analyser des échantillons prélevés en profondeur et qui va les analyser sur Mars, et puis en 2030 à peu près, enfin dans les années 2030, les retours d'échantillons martiens sur Terre. Alors, on va chercher les traces, d'abord, d'habitabilité sur Mars. Ce n'est pas parce qu'une région, une zone, une planète est habitable qu'il y a de la vie. Mais on considère que pour que la vie perdure, se développe, eh bien, il faut que la planète soit habitable. Alors, on manque d'imagination très souvent, donc on regarde ce qui se passe sur Terre. Sur Terre, on a besoin d'énergie. Il y a le Soleil. On a aussi le Soleil sur Mars, donc c'est bien. On a besoin d'eau liquide. Alors, ce n'est pas un mythe, l'eau liquide. Pourquoi on se focalise sur l'eau liquide? Parce que quand on fait de la chimie, on a besoin de solvants pour faciliter les réactions chimiques. Et l'eau liquide, c'est un super solvant. Donc, sur Terre, c'est vrai que notre chimie, la chimie organique, se fait très souvent dans des milieux aqueux. Eh bien, on se dit que sur Mars, qui est quand même... OK, c'est pas la Terre, mais encore une fois, c'est notre voisine tout à côté. On pense qu'il y a beaucoup de chances que ça se passe de la même façon. On connaît quand même un peu Mars, on a fait de la minéralogie depuis l'orbite, et puis on envoie les rovers. On sait bien que les minéraux qu'on trouve sur Mars sont les mêmes que sur Terre. Il n'y a pas non plus... c'est pas complètement différent. Alors donc, l'énergie, l'eau liquide pour le solvant, et puis les molécules organiques. Alors je tiens à mettre au point un détail de vocabulaire. Organique, ça ne veut pas dire que ça provient d'un organisme vivant. Je vais en dire un mot tout à l'heure. Ça veut juste dire que c'est composé de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote. Parfois, on met du soufre et du phosphore, mais en gros, c'est des chaînes carbonées. Donc, ce qu'on appelle la chimie organique, c'est la chimie du carbone. Nous, on est organique, mais en plus, nous sommes des organismes vivants. Mais l'un n'implique pas l'autre. Donc, c'est ce que je vous disais. Mars, c'est le voisin de la Terre. Et donc, eh bien, on va chercher les mêmes choses. Donc sur Mars, le Soleil, on l'a trouvé, on a l'énergie, on va chercher de l'eau et on va chercher des molécules organiques. Et puis si on trouve des molécules organiques, on va regarder de plus près, on regardera si ce sont des molécules qui sont liées à des organismes vivants.
Alors, on fait ça proprement, c'est-à-dire qu'on a 2 raisons de faire les choses proprement. Quand on va sur Mars, on fait ce qu'on appelle pour protection planétaire, on nettoie, mais de façon très, très exigeante, les instruments et les plateformes, atterrisseurs, rovers, qu'on va envoyer sur Mars. Pour 2 raisons. C'est que d'abord, si on cherche des traces de vie, il ne faut pas amener nos propres traces. Et que deuxièmement, si par hasard, si par chance, il y avait une vie existante sur Mars, on n'a pas envie de lui faire la même chose, faire subir la même chose qu'on a fait avec l'Australie et nos lapins. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de coloniser potentiellement Mars avec nos organismes à nous provenant de la Terre. Si on trouve un endroit où il y a de l'eau liquide sur Mars, il y a de l'énergie, et qu'on amène nos propres vies primitives, elles pourraient se développer peut-être au détriment d'une vie martienne. Donc pour l'instant, on est dans une phase où on fait très attention, on ne fait pas n'importe quoi, et c'est très contraignant quand on fait une mission, mais on le fait sérieusement. Et il y a même des endroits où on n'a pas le droit d'aller, parce qu'on n'est pas assez propre. Enfin, la mission ExoMars, c'est le cas, et c'est la même chose pour Persévérance. Il y a des zones spéciales où on se dit peut-être que quand il fait chaud l'été, il y aurait de l'eau liquide, donc vous n'avez pas le droit d'y aller. Voilà. Et c'est le COSPAR, le Committee on Space Research, qui dicte les lois, les règles, on va dire. C'est un comité international qui est très américain, il faut bien le dire, mais international qui discute des règles de précaution pour protéger les planètes. On a la même chose pour les retours d'échantillons. On va protéger la Terre à ce moment-là. On fait attention à ce qu'on ramène de Mars. On n'a pas le droit de ramener n'importe quoi de l'espace. Et puis, il y a des quarantaines, il y a des choses. Voilà. Alors, vous vous souvenez, l'énergie, on n'en parlera pas, il y a le Soleil. Alors, on cherche de l'eau sur Mars. Eh bien, il y a de l'eau actuellement sur Mars. Je vous ai mentionné tout à l'heure les calottes polaires. Donc, il y a de la glace. Il y a de la glace, pas seulement d'eau. Il y a de la glace aussi de gaz carbonique, mais il y a de la glace d'eau sur les pôles. Et puis, il y a des très rares, mais très petits, et qui existent parfois, nuages. Alors là, la vue en bas à droite, c'est la chaîne volcanique qu'on trouve sur Mars. Il y a des volcans assez élevés, et on voit des petits nuages qui sont accrochés là. Donc on trouve un petit peu d'eau dans l'atmosphère, mais c'est vraiment, c'est pas avec ça qu'on survivrait. Mais disons qu'il y a un peu d'eau sur Mars actuellement. Et puis surtout, il y en a eu beaucoup. Et on a multitude de traces. Oh là là, je suis trop bavarde. Donc on a des canaux asséchés, on a des traces d'anciens lits de rivières, et on a même des galets arrondis. Si vous zoomez là-dessus, vous voyez des petits cailloux arrondis. S'ils sont arrondis, c'est qu'ils ont été usés, comme sur Terre, par l'eau. Ça veut dire que l'eau a coulé longtemps à cet endroit-là. Si on cherche des molécules organiques, eh bien, qu'est-ce qu'on cherche? Alors, ce que je vous disais, les molécules organiques, c'est fait d'hydrogène, de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et azote. Elles peuvent être produites par des processus abiotiques, physico-chimiques, ou des processus liés à des organismes vivants. L'exemple, c'est le méthane. Sur Terre, le méthane est produit par les vaches, on va dire, et puis aussi par les volcans. Donc, quand on trouve du méthane, même sur Terre, bon, on sait bien qu'une grande partie, la plus grosse partie est produite par des êtres humains, enfin vivants, des organismes vivants, mais c'est aussi produit par des réactions purement géologiques. Et donc, sur Mars aussi, ça pourrait être pareil. Et par contre, si on cherche et si on trouve des biomolécules, des acides aminés, des lipides, eh bien, des molécules comme ça, là, on sait que c'est lié à des organismes vivants. OK? Donc, on sait tout ça, on y va. Mission ExoMars, on va chercher des traces de vie passées, éventuellement présentes, dans le sous-sol. Alors, petite dédicace, le rover s'appelle Rosalind Franklin. Tout à l'heure, il y a eu mention du fait qu'on donnait des noms féminins à la NASA. Alors moi, je ne sais pas, Persévérance, je ne sais pas si c'est féminin. Curiosity, en français, c'est féminin, mais pour eux, ce n'est pas féminin, c'est neutre. Nous, on a donné le nom de Rosalind Franklin, qui est une chimiste britannique, qui est morte très jeune, vous voyez l'âge, qui a fait des travaux qui ont conduit à la découverte de la structure de l'ADN et qui a lancé les bases de l'étude des virus. Ces travaux ont eu un prix Nobel. On ne décerne pas des prix Nobel à des personnes décédées, donc elle n'a pas eu son prix Nobel, mais elle aurait mérité de l'avoir. Voilà, Rosalind Franklin, c'est un peu long, c'est le nom du rover d'ExoMars. Et puis, eh bien, on a toute une suite d'instruments. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on cherche des traces de vie? Alors, en haut, vous avez les caméras, en gros, des caméras plus ou moins perfectionnées,
qui vont regarder la surface. Okay, c'est les yeux de la mission. À droite, vous avez des yeux un peu particuliers, parce que c'est des yeux qui vont regarder dans le sous-sol. Alors, j'en profite, je fais de la pub. Vous voyez les petits drapeaux, là, c'est les pays. Ici, vous avez un drapeau français, parce que ici, le radar qui va regarder dans le sous-sol de Mars, c'est Wisdom. C'est le radar dont je suis responsable. On travaille depuis presque 20 ans dessus. Et qui a pour objectif d'aller voir ce qu'il y a en dessous de la surface, pour essayer de comprendre si c'est un endroit intéressant ou pas pour aller prélever des échantillons. La foreuse, et puis là, on a les trois sur la gauche, les trois instruments qui vont analyser les échantillons recueillis. Donc en gros, il y a du toucher avec la foreuse, et puis il y a on pourrait dire du goût, de l'odorat. Ils vont analyser les molécules, ils vont faire de la minéralogie, de la chimie et de la biochimie dans le corps du rover. OK ? Comment ça se passe ? Ben voilà, le petit rover se déplace, avec ses caméras, il trouve comment on appelle ça ? Un affleurement rocheux. Il s'intéresse, il va l'analyser. Si c'est intéressant ou pas, ce qu'il va chercher, c'est retrouver la même roche, mais dans le sous-sol. Vous avez compris ? Pour avoir la même roche, intéressante, mais un endroit où c'est protégé. Et donc, c'est là qu'intervient le radar. Le radar va sonder le sous-sol, va dévoiler la géologie du sous-sol avec des couches peut-être intéressantes ou pas. Et là, on va faire un forage pour aller recueillir un échantillon juste sur la roche, à l'endroit qui nous intéresse. Et après, on analyse ça dans le corps du rover et on trouve ou pas des molécules organiques, on trouve ou pas des molécules, des biomolécules. Donc on se prépare pour 2022. Donc voilà, Rosalind Franklin qui est en cours de montage. Vous voyez que les ingénieurs qui travaillent dessus sont casqués bottés parce que tout le monde amène des parties propres et il ne faut pas le salir. OK ? Là, qu'est-ce qu'on fait ? On vérifie. Alors évidemment, le rover, il aura autre chose dessus. Là, c'est juste la carcasse et les roues. On vérifie qu'on est capable, puisqu'on ne va pas piloter en temps réel le rover, on va lui donner un ordre tous les matins. Le rover, au début du sol, le rover reçoit des ordres en disant aujourd'hui, tu fais ça, ça, ça. Et il faut qu'il soit capable de passer par-dessus les cailloux, parce que s'il s'arrête à chaque fois qu'il y a un petit caillou, ça ne va pas le faire. Donc on travaille sur la façon dont le rover peut se déplacer. Alors, les instruments, on a des objectifs scientifiques, on décline en objectifs technologiques, et puis après, donc, on construit l'instrument, et on a surtout des exigences très dures pour les instruments, du fait de la mission. Donc, on veut des choses petites, qui ne pèsent pas lourd, qui consomment peu, qui produisent peu de données. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça, parce que sinon, on n'arrive pas à les redescendre sur Terre. On fait ça dans des conditions de propreté. Il faut être sûr que l'instrument va survivre le lancement, la croisière, donc avec ses radiations, l'atterrissage, la mission, froid, chaud à la surface de Mars. Et on fait faire des tests à nos instruments, ce qu'on appelle des chocs, vibrations. Et le test terrible du vide thermique, où vous mettez dans une cocotte minute, vous mettez à l'intérieur comme si c'était une atmosphère martienne, et vous faites froid, chaud, en espérant que votre instrument survive. Je parle d'expérience, l'instrument, le premier à casser en vide thermique, donc c'est très stressant pour les instruments et pour les responsables. Et quand on fait un instrument, on le teste, alors en laboratoire, vous voyez, donc on est propre aussi, nous, on le teste, même si après ce sera stérilisé, nettoyé, cuit, recuit pour tuer tous les microbes. On le teste aussi en analogue martien sur Terre, alors vous voyez que c'est un analogue martien relatif, puisqu'il y a des plantes. C'est bien entendu pas l'instrument de vol qu'on amène sur Terre, enfin qu'on sort du laboratoire, c'est une copie. Et donc on fait des manips à l'extérieur pour s'entraîner. Et puis, une fois qu'on est intégré sur le rover de la mission, une fois qu'on est intégré, on vérifie que l'instrument fonctionne bien comme on voulait qu'il fonctionne. Et ça, c'est en salle blanche. On simule les opérations. On envoie, par exemple, là, ça a été le grand luxe, on envoie un rover qui ressemble à Rosalind Franklin avec des instruments, et au Chili, dans le désert d'Atacama. C'est un analogue martien qui est beaucoup plus réaliste que le petit désert où il y avait des plantes. Et puis, on a le centre de commande en Angleterre, et on travaille, on simule, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de parler à nos collègues qui sont au Chili. On ne parle que par télécommande, ils nous renvoient des données, et il n'y a aucune autre information qui passe, comme si eux étaient sur Mars, et nous, on doit faire... voilà. Et je termine sur ce en disant que, en fait, c'est une enquête. Chercher les traces de vie, vous avez vu, il y a une charge utile, l'ensemble des instruments, c'est une suite instrumentale, il y a 9 instruments, parce que chaque instrument va apporter sa pierre à l'édifice. Et donc, c'est une enquête, et ce n'est pas un instrument tout seul qui comprendra, c'est l'ensemble des instruments, chacun donnant
son éclairage de la chose et croisez les doigts pour nous. Donc on part en septembre prochain. Et voilà, et donc j'ai fini.